Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, mettre en place et animer un comité stratégique. On va voir, euh, voilà, donc déjà, il y a différents intitulés. Qu'est-ce qui les différencie? On va passer ça rapidement en revue. Comment faire un atout plutôt qu'une contrainte? Comment bien le faire fonctionner? Et puis, comment ne pas se faire phagocyter, notamment si on a fait entrer des investisseurs dans son capital. Alors, tout d'abord, jusqu'en 2000, en fait, on parlait de conseil d'administration parce qu'il s'agissait de sociétés anonymes. La SAS, elle a été créée en 94, mais au début, elle était restreinte à des sociétés d'un capital minimum. Je crois que c'était 1,5 million de francs à l'époque. Et c'est à partir de 99 qu'il n'y a plus eu cette condition-là. La SAS a été ouverte à toute personne physique morale. Et donc, depuis, c'est devenu la norme. Bon, il y a évidemment encore des SARL, mais la SAS comment dire, a cumulé un certain nombre d'avantages, à la fois sur le statut social du chef d'entreprise et puis une totale liberté en termes notamment de gouvernance, donc beaucoup, beaucoup de souplesse. Et donc, depuis, on parle pas de comité, de conseil d'administration, sauf pour les grandes entreprises, notamment des entreprises cotées, ou si effectivement les fonds le demandent ce type de gouvernance. Mais sinon, voilà, on va parler de comité stratégique ou, avec l'avènement des startups, d'advisory board ou de board tout court. Donc, pourquoi un board? Bah oui, c'est une bonne question. Donc, dans un certain nombre de cas, on va le voir, ça peut être une obligation, ça peut être même aussi une contrainte, ou ça peut être tout simplement intéressant de le faire. Alors, il y a le cas de la SA, on l'a vu, et puis dans certains cas, ça va être l'exigence des investisseurs. Mais aussi, ça peut être tout simplement une ressource utile voilà, qui va être intéressant d'essayer d'optimiser. Alors, le board, comment le constituer? Alors, ça dépend de la présence ou non d'investisseurs et de leur nature. Donc, il y a le cas où, attendez, je règle ça. Voilà, le cas où les fondateurs détiennent 100% du capital. On a le cas où on a voilà, la présence de business angels ou éventuellement d'un deal club. Et puis, la présence d'un ou plusieurs investisseurs venture capitalistes. Alors, donc dans le premier cas, attention aux exigences du fonds, c'est-à-dire que ou les fonds vont le demander, vont l'exiger, et c'est assez compréhensible. Ils vont demander éventuellement un certain nombre de sièges. Ils vont prévoir éventuellement la composition exacte du board. Et ça va être prévu éventuellement dès la term sheet, dès la LOI, et en tout cas, soit dans le pacte, soit dans les statuts. Donc attention, c'est évidemment important dans les discussions que vous pourriez avoir avec des investisseurs de veiller à cet aspect-là, puisque évidemment, l'entrepreneur, donc, qui se caractérise, comme on le sait tous chez Melsion, par son besoin de challenge, de réalisation, mais aussi par son besoin d'indépendance. Effectivement, s'il va privilégier sa capacité à entreprendre, à innover et avoir les moyens de le faire, eh bien, il va renoncer pour une partie à sa liberté, à sa marge de manœuvre en tant qu'entrepreneur. Et donc, effectivement, la composition du board va être assez critique. Donc, bien veiller à l'équilibrer. Euh, Donc, on va tâcher dans ces cas-là de contrebalancer la représentation du ou des fonds
par évidemment les fondateurs, le ou les fondateurs, et puis le choix de board members indépendants qu'on va aller sélectionner pour leur connaissance métier, leur réseau, leur connaissance sectorielle, etc. Et donc, il va falloir évidemment bien sélectionner aussi pour les garder au maximum la main sur son board. Donc, c'est important parce que dans un board assez structuré du fait de la présence d'investisseurs, un certain nombre de décisions vont devoir être prises à la majorité. En général, ça va concerner des investissements, mais aussi le recours à des emprunts, des recrutements, etc., des engagements à partir d'un certain montant. Voilà, donc c'est vraiment un point très important et à avoir en tête très très tôt en amont dans les discussions et les documents qui vont être échangés avec les éventuels investisseurs. On a le cas ensuite de la présence au capital de business angels qui peuvent être soit comment dire, représentés par eux-mêmes ou soit rassemblés dans un deal club, dans ce qu'on appelle maintenant les SPV, Special Purpose Vehicle, qui est voilà, une structure proposée par les deal clubs qui vont permettre d'avoir une seule entité représentant l'ensemble des business angels, ce qui est évidemment très pratique. Dans ces cas-là, le deal club va demander au moins un siège au board. Et si vous avez des BA, je dirais personnes privées, à ce moment-là, c'est à voir avec eux dans quelle mesure ils ont envie de s'impliquer ou non. Donc évidemment, l'intérêt, c'est d'exploiter au maximum leur valeur. Donc ça va se faire en général en amont, donc dans le choix, les business angels qu'on va éventuellement choisir de cibler, ceux qu'on va vouloir convaincre de s'impliquer dans l'entreprise via le board, veiller aussi à l'équilibre et puis à ne pas se laisser déborder. Donc, tout l'enjeu, c'est de maximiser la valeur, la complémentarité des compétences qu'on va amener à bord, c'est le cas de le dire, mais aussi ne pas se laisser déborder par des business angels qui peuvent être d'anciens ou actuels entrepreneurs, qui peuvent avoir de fortes personnalités et qui pourraient éventuellement être parfois tentés de vouloir prendre les manettes. Donc, attention à veiller à cet équilibre et à ne pas perdre la main. On va voir comment. Donc, évidemment, quand on n'a pas d'investisseur, à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher des advisors de confiance. Donc, voilà, au-delà du conseiller de confiance Melsion, on va pouvoir, à un moment donné, vouloir s'entourer d'autres expertises, comme on l'a dit, métiers, réseau, technique, etc. Et puis, évidemment, le ou les dirigeants. Donc, on va avoir un, un board avec au minimum 3 personnes, 4, et au maximum 7 ou 8 personnes dans le cas de board plus, on va dire, plus important, avec notamment la présence de fonds ou de BA. Comment le rémunérer, ou pas d'ailleurs? Euh, déjà, en soi, le statut de board member est pour certains business angels déjà voilà, une reconnaissance de leur valeur et de leur participation à l'aventure entrepreneuriale. Il y a le cas du business angel professionnel ou à la retraite qui effectivement va gérer son patrimoine au moins en partie dans des investissements dans des startups, des PME, etc. et qui va pas s'attendre à une rémunération particulière ou et pas en avoir besoin. Il y a la possibilité de prévoir des plans de BSA en complément ou à la place, enfin, pour tenir lieu de rémunération. Et enfin, alors à nouveau dans des conseils d'administration, mais aussi dans des boards un peu plus structurés, on va trouver des honoraires ou des jetons de présence. Voilà, donc à combiner, sachant que lorsqu'un fonds va être représenté, en général, le représentant du fonds est salarié du fonds, donc n'a pas forcément vocation à être rémunéré. Donc ça va concerner plutôt les indépendants, voire les business angels. Concernant l'organisation et le déroulement des boards. Concernant la fréquence,
mensuel est un minimum, enfin, comment dire, un maximum de fréquence. C'est sans doute un petit peu excessif. Ça peut être judicieux pour des entreprises qui sont vraiment dans une phase d'accélération et qui nécessitent effectivement un suivi régulier. Sinon, le rythme trimestriel, on va dire, c'est un rythme plus un rythme de conseil d'administration, on va dire, voilà, plus administratif, plus formaliste. Euh, l'optimum, on va dire, c'est entre 6 et 8 semaines à peu près. Donc, un board toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois. Donc, en présentiel de préférence, on a vraiment beaucoup à gagner à se retrouver, à se réunir, surtout si c'est pas trop fréquent. Il y a la contrainte éventuellement d'avoir sélectionné des experts qui vont être un petit peu distants. Bah, il va falloir effectivement trouver le moyen de les faire venir, éventuellement d'adapter l'agenda en fonction de leurs contraintes, sachant que le mode mix, on a tous expérimenté entre présentiel et visio, ne fonctionne pas bien, donc est vraiment plutôt à proscrire. La durée, 2 heures est un minimum, et puis on peut avoir des boards qui vont en durer jusqu'à une demi-journée. Il y a un engagement à prévoir qui peut être entre 1 année et 3 ans. Donc, effectivement, le temps que le board se rôde, commence à fonctionner, que les habitudes soient prises. Donc, c'est bien de donner comme ça une visibilité et de se mettre d'accord avec les membres du board pour un mandat, entre guillemets, qui peut aller d'1 an à 3 ans, par exemple. L'intérêt aussi, c'est si le board ne fonctionne pas bien, s'il y a des difficultés interpersonnelles ou autres, d'avoir une échéance comme ça permet d'avoir un rendez-vous pour dire effectivement, voilà, on a fonctionné de cette manière jusqu'à présent et on va maintenant fonctionner différemment. Ça permet de recomposer le board sans trop froisser de susceptibilité. Et puis en ce qui concerne la préparation, évidemment, prévoir des documents, envoyer aller au moins 48 heures à l'avance pour que effectivement les participants puissent en prendre connaissance. Donc l'intérêt, c'est à la fois de les faire travailler pour en tirer le maximum de valeur, les faire préparer les sujets qui vont être abordés. Et puis aussi éviter qu'ils débarquent voilà, et découvrent à chaud des sujets qui peuvent éventuellement être compliqués. Ça, on y reviendra un petit peu plus loin. Sur le contenu et le déroulé, c'est adapté, donc il n'y a pas de recette miracle qui serait voilà, unique. C'est à adapter, je dirais, à chaque entreprise, à chaque personnalité d'entrepreneur, aussi à la maturité de l'entreprise, à, voilà, à la structure du board. C'est à installer, puis à améliorer dans la durée. Donc, voilà, donc c'est bien d'installer une certaine routine, on va dire un déroulé un petit peu standard avec des repères d'un board à l'autre, de manière à établir une continuité. Voilà, c'est rassurant, c'est structurant. Euh, bon, un slideshow, typiquement, voilà, entre quelques slides et quelques dizaines de slides. Il m'est arrivé de participer à des boards où on pouvait aller jusqu'à 100 slides, effectivement, sur une entreprise un peu importante qui était cotée, en l'occurrence, le guide.com que j'avais fondé et dont j'étais administrateur. Et dans des moments un petit peu compliqués, on pouvait avoir effectivement des boards qui pouvaient durer une demi-journée avec une centaine de slides. Donc, on est vraiment là dans le format un petit peu extrême. On peut avoir des invités occasionnels. Ça peut être un expert, ça peut être aussi, et ça c'est une bonne idée, de faire venir des membres de l'équipe parce qu'on va vouloir mettre le focus sur un sujet particulier, que ce soit le développement commercial, que ce soit la tech. C'est à la fois une manière de présenter donc des membres de l'équipe aux board members, ce qui est intéressant, qui permet donc de descendre à un niveau de détail sur certains sujets clés. Et puis, ça permet aussi de valoriser la personne qui intervient, qui va être flattée de venir prendre la parole lors d'un board. Et puis la convivialité qui est importante aussi, c'est important que voilà, prévoir café chouquette ou plateau repas, éventuellement une bouteille selon que ça va se passer le matin ou le soir. Donc un exemple de déroulé.
On peut démarrer avec une vue d'ensemble, les principaux chiffres clés ou les événements clés, mais voilà, de manière très très synthétique en une slide. Là aussi, ça va être un rendez-vous un petit peu régulier. On va voir l'évolution d'un trimestre à l'autre, par exemple. Euh, Ensuite, on va descendre dans le détail des chiffres clés. Alors, évidemment, parler de clients, de nombre de clients, de carnet de commandes, en volume, en valeur, les KPI qui ont été définis, ben, les passer en vue à ce moment-là. Évidemment, faire un point sur l'état de la trésor et sur les recettes, les dépenses, voilà, l'EBITDA, si on peut effectivement le suivre au fil de l'eau. On va aborder évidemment les événements clés de la période. Donc, ça va concerner des recrutements, mais aussi éventuellement des départs, des financements tels que l'obtention de subventions, les principales évolutions sur le plan technique, le cas échéant. Et puis aussi, voilà, là où l'entreprise a de la visibilité, salon, voilà, retombées presse et autres. Ensuite, on va avoir un point d'avancement sur les chantiers, la roadmap, les projets en cours, etc., les éventuelles évolutions stratégiques qui vont déboucher sur les points discutés. Donc, les décisions les plus importantes, celles où les fondateurs vont réellement avoir besoin d'avis qualifiés, d'avis extérieurs, et vont apprécier d'avoir effectivement à ces moments-là un board pour discuter de manière très ouverte des options à prendre et prendre des décisions en séance. Et enfin, les appels à contribution, donc ça c'est un point important. Pensez à utiliser son board pour des mises en relation, des ressources, des prestataires, éventuellement des contacts de prospects, mais aussi des profils pour d'éventuels recrutements. C'est l'occasion aussi voilà, de les utiliser au maximum. Et enfin, terminer la séance en validant avec tout le monde qu'on est bien d'accord sur la prochaine date et sur les principaux sujets qui pourront être abordés lors du prochain board. Voilà, ça c'est un exemple de slide de démarrage qui permet d'avoir voilà, en un coup d'œil une visibilité sur l'évolution de la société, les principaux chiffres. Alors, quelques conseils pour tirer le meilleur parti de son board et aussi garder la main dessus le cas échéant. Donc, le premier cas, c'est ce qu'on appelle la Melson Way. C'est le cas où l'entrepreneur on fait en sorte de préserver sa liberté, son indépendance, et donc il n'a pas ouvert son capital pour ne pas risquer de perdre le contrôle. Dans ces cas-là, eh bien, prendre le temps de bien composer son board, être vraiment rigoureux sur la qualité de l'info transmise. Donc là, par exemple, j'ai l'exemple d'un board voilà, auquel je participe. La fondatrice avait donc identifié 3-4 profils de, de personnes qui pouvaient l'aider comment dire, à réfléchir, à prendre des décisions. Ça pouvait être un ancien prof, ça pouvait être un expert métier, voilà, un ami qui avait plus de bouteilles dans l'entrepreneuriat. Et donc, elle avait pris l'habitude de nous interroger comme ça, de manière très informelle, peut-être une fois par trimestre, complètement indépendamment les uns des autres. Et donc, d'ailleurs, on ne se connaissait pas du tout. Et puis, à un moment donné, elle a pensé que le moment était venu de constituer un board. Et donc, elle a commencé à réunir pour la première fois, dans le cadre d'un board, ces 4 mentors ou conseillers qui l'avaient accompagnée depuis le démarrage. Donc, elle avait eu le temps de s'apercevoir de la valeur que chacun pouvait apporter, de la complémentarité des uns et des autres, et puis aussi du fait qu'ils seraient compatibles dans le cadre d'un board. Donc, très important, être transparent sur les problèmes, anticiper les réactions. Voilà, en résumé, installer la confiance. Vraiment, le board va bien fonctionner sur une base de confiance réciproque. Et donc, voilà, structurer tout ça en faisant un compte-rendu et en donnant la possibilité de le faire circuler pour s'assurer qu'effectivement,
on n'a rien oublié et tout le monde est bien d'accord avec ce qui a été dit et la manière dont c'était formulé. Ensuite, on a le cas où effectivement l'entrepreneur a privilégié les moyens financiers pour se développer, pour saisir les opportunités et au prix éventuellement d'une perte d'indépendance. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bien, la composition et la gestion de son board vont exiger davantage de précautions et parfois de sens politique. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, être très rigoureux sur, au démarrage, hein, sur les demandes des investisseurs en termes de composition du board, de représentation, etc. Euh, Ça va être encore plus critique. Et donc, bien, comme on l'a dit tout à l'heure, bien prendre le soin d'équilibrer voilà, le nombre de personnes, les compétences pour avoir effectivement, en cas de difficulté, une partie du board à sa main. Euh, donc, encore plus, évidemment, s'il y a des investisseurs, être rigoureux sur la qualité de l'information, sur le fait de la transmettre suffisamment en avance, être très transparent sur les problèmes pour anticiper les réactions. On va y venir aussi en termes de conseils. Euh, donc, par exemple, s'il y a des difficultés, s'il y a des sujets un petit peu, enfin, une conjoncture difficile, des problématiques, à ce moment-là, anticiper les choses en contactant individuellement les membres du board en amont peut être une bonne idée. De manière déjà à voir un petit peu comment ils réagissent, à donner des explications, à s'assurer qu'effectivement, ils vont réagir avec bienveillance. Ne pas prendre le risque comme ça voilà, de jeter un pavé dans la mare en plein board et risquer donc des réactions à chaud avec éventuellement quelqu'un qui pourrait prendre voilà, une forme de leadership pour s'opposer à des décisions, faire part d'une inquiétude, etc. Donc là encore, la confiance est essentielle et c'est là où effectivement bah, va entrer en jeu une forme de politique puisque ce board, il aura un pouvoir et il va être très important effectivement, de le contrôler, de ne pas se faire déborder, voire phagocyter. Voilà, en conclusion, ben, faire en sorte de donc installer la confiance, on l'a dit, faire en sorte que les boards soient aussi des moments agréables, voilà, avec une collation, avec voilà, faire en sorte que ce soit des rendez-vous que chacun est content de retrouver parce qu'effectivement, il y a des habitudes, il y a un déroulé qui est un petit peu standard, il y a une sorte un petit peu de rituel et aussi en termes de convivialité. Et puis, évidemment, ne pas oublier d'associer son bord pour célébrer les bonnes nouvelles. Donc, de temps en temps, un mot restaurant, une bouteille de champagne permettent effectivement d'établir du lien et puis faire en sorte que les choses se passent bien. Voilà, merci de votre attention et puis à disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci, Michael. Alors évidemment, tout le monde a bien compris que même si on n'avait pas décidé de livrer ces entrepreneurs aux investisseurs, mais néanmoins, on fait avec ce qu'on a. Donc quand on est face à des entrepreneurs qui sont déjà mis entre les griffes des investisseurs divers et variés, là, il est utile de, de- de- d'optimiser tout ce qu'on peut optimiser et Michael vient de nous en faire une démonstration. Alors, je vais moi. Est-ce qu'on a des questions d'ailleurs là-dessus? Non, je crois que c'était Très clair. clair pour tout le monde. Oui, il cogite encore. Ah, il y avait- Non, c'est super clair, merci. Ah, Jean-Christophe, on t'entend plus. De quoi vas-tu nous parler?
On Alors, je t'attend. vais vous parler d'un sujet qui s'appelle le feedback. Alors, laissez-moi. Vous ne m'entendez pas? Si, très bien. Un instant. Si? Hmm. Alors, là, c'est la présentation. Là, c'est mon. Ah, bien. Alors. Excusez-moi, je me remets au tout début. Voilà. Good. Et je vais partager mon écran avec une fenêtre qui est celle-là. Je suis en déplacement, donc c'est un setup un peu différent, mais je pense que c'est bon. Vous avez le feedback. Alors, il faut que je m'y retrouve. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Voilà. Le feedback, c'est en fait euh, ce qu'on va voir dans cette présentation. C'est pourquoi c'est nécessaire et pourquoi il faut le faire avec attention et comment il faut le faire, sachant que le feedback, c'est l'art de donner un retour sur ce qu'on a vu, ressenti face à un collaborateur ou face à- à un client, enfin, en toute occasion. Et donc, le feedback est quelque chose de très important et c'est Jordan Peterson qui nous le dit. Il nous dit dites la vérité, au moins essayez de ne pas mentir. Ce que ça veut dire, c'est que on doit avoir une bonne vision de la réalité. Pour avoir une bonne vision de la réalité, bah, il faut que notre cerveau comprenne le monde qui l'entoure. C'est pas très très simple, hein. Il est dans une boîte noire et puis il a des informations qui lui viennent par ses yeux et aussi par ses oreilles, c'est-à-dire ce qu'on va lui dire. Et avec tout ça, avec toutes ces bribes d'informations, il va se raconter une histoire. Il va se raconter une histoire sur ce qu'il y a autour de lui, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il fait. Et il va croire à cette histoire. Il va y croire très fortement. Et il va tellement y croire que même s'il ment, euh, et qu'il sait qu'il ment, eh ben, il va continuer à s'attacher à son histoire. Pour vous donner un exemple, quand vous êtes face à un entrepreneur qui gonfle son chiffre d'affaires, parce qu'il pense que c'est quand même mieux pour être pris au sérieux, eh ben, ça va l'amener à prendre des décisions hasardeuses, parce que il croit que ça va passer. Pour lui, c'est, 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 c'est le cas. Donc ça va poser un problème de se dire, enfin d'agir, de décider sur des informations qui ne sont pas les bonnes, sur des informations qui sont incomplètes. Alors, pourtant, on a tous entendu dire qu'il fallait faire semblant jusqu'à ce que ça passe. Mais ça, c'est pas pour lancer son entreprise, c'est pour se changer. Donc c'est autre chose. On pense qu'on devrait être autrement, on pense qu'on devrait faire des efforts dans un sens, et on va euh, se persuader qu'on le fait pour se changer. C'est pas la même chose que de parler de la réalité. Donc le cerveau, il veut ajuster ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il comprend avec son histoire. Et nous, ce qu'on voudrait, face à un collaborateur qui fait quelque chose qui n'a pas de sens, c'est faire évoluer la vision qu'il a de manière à être plus pertinent dans sa compréhension du monde qui l'entoure et dans les actions qu'il va prendre. Donc c'est là qu'on va utiliser le feedback. On va essayer
de rapporter ce qu'on a vu et ressenti dans l'action qui a été entreprise par l'entrepreneur, par le collaborateur. Et ce feedback, on va essayer de le faire immédiat. On va essayer de ne pas s'y prendre trop tard parce que, avec le temps, eh ben, on va arranger son histoire pour qu'elle colle avec son ego, avec son estime de soi, parce que souvent on sait qu'on a fait une bêtise, mais on n'aime pas admettre qu'on est capable de ça. On n'aime pas s'admettre qu'on est capable de ça. Donc, ce qu'on veut en faisant un feedback immédiat, c'est figer l'histoire. C'est arriver à échanger avec notre collaborateur sur la situation telle qu'elle vient juste de se passer avant même qu'on ait le temps de se réécrire sa propre histoire. Donc, le plus que plus tard, eh ben, l'histoire est réécrite. Et que on va se mentir à soi-même en faisant ça. Et ce qui serait pour vous, hein, vous mentez à vous-même régulièrement, c'est encore plus vrai pour vos collaborateurs. L'autre élément qu'on va mettre en place pour avoir un feedback de, efficace, c'est qu'on va y ajouter de la bienveillance. C'est-à-dire qu'on va arrêter de penser qu'on a face à nous des gens qui font des erreurs exprès. On a face à nous euh, des gens qui sont, euh, qui ne sont pas dans le péché au sens où on croit que la Bible en parle. Dans la Bible, en fait, le péché, c'est une mauvaise traduction de l'erreur. Donc on a des collaborateurs qui font des erreurs. Et on fait tous des erreurs. Ce qui est embêtant, c'est de persévérer. L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Donc la vraie question, c'est pas d'avoir fait une erreur, c'est comment ne pas répéter. Et il faut admettre que vos collaborateurs, le matin, ils ne se lèvent pas en se demandant qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme bêtise aujourd'hui. Ce qui est le plus fréquent, c'est qu'ils ne savent pas. Et en tout cas, c'est le présupposé qu'il faut avoir, à la fois parce que c'est ce qui va se passer dans la plupart des cas, mais aussi parce que c'est ce qui évite d'être en train de pousser dans dans euh, dans une faute, c'est-à-dire une erreur qui, elle, est intentionnelle. Donc, admettre que c'est le plus probable et faire penser, laisser penser aux collaborateurs que on pense que ce n'est qu'une erreur, c'est une bonne façon d'en sortir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une erreur? Ben là, ça amène à un vrai sujet. C'est le sujet de ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors, c'est un sujet éternel, hein. C'est le sujet d'Adam et Ève et du rejet enfin, de la sortie du paradis. Donc, c'est la deuxième leçon que la Bible va faire, donc ça donne un peu l'importance qu'elle a. Et vous savez tous pourquoi Adam et Ève ont été rejetés du paradis. C'est parce qu'ils ont mangé le fruit des personnes ne savent, c'est que le fruit est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce que dit le serpent pour tenter euh, Ève et Adam, qu'en fait, euh, c'est la raison pour laquelle Dieu a défendu ce fruit. C'est que quand on y goûte, eh ben, on va avoir les yeux qui s'ouvrent et on sera comme des dieux en connaissant le bien et le mal. Alors, il y a des animaux, les animaux, ils ne connaissent pas le bien ou le mal.
Le chat, euh, il ne veut pas faire du mal à la souris, il veut jouer avec. Il n'est pas diabolique, contrairement à ce que certains pensent. Il ne sait pas qu'il fait le mal. Et alors dans l'épisode de la Bible, Dieu a dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur. Ah oui, donc c'est nouveau. Et donc les animaux, eux, ils n'enfantent pas dans la douleur. Ou alors, c'est juste que les animaux, ils savent pas avant qu'ils vont enfanter la douleur. Et qu'ils l'oublient après. Donc nous, la différence, c'est qu'on sait. On sait ce qui va nous arriver et on sait, parce qu'on sait le bien et le mal, et ben, on comprend que on existe et que donc il va nous arriver des choses et qu'il faut donc se préparer. Donc comme on sait, et ben, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on sait ce qui est bien pour notre société? Et en général, on en a une bonne idée. Mais nos collaborateurs, ils le savent comment? Qu'est-ce qu'ils comprennent à ça? Donc on fait des feedbacks. On fait des feedbacks qui n'ont pas d'autre but que d'identifier les erreurs, de les montrer du doigt, de permettre à nos collaborateurs de comprendre pourquoi ce que l'on montre, ce sont des erreurs. Et ça permet du coup de voir d'où viennent les erreurs et comment les éviter. Tout ça permet de décrire le monde dans lequel on vit. Tout ça permet d'avoir une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit. Donc en conclusion, euh, il faut faire un feedback immédiat. Ça permet aux collaborateurs de faire face à la réalité et donc euh, de, de- de se construire une vision plus réaliste du monde dans lequel ils sont, de l'entreprise qu'ils servent, d'améliorer le système avec le collaborateur passé et de faire la différence entre le bien et le mal, donc de choisir le bien. Voilà, voilà mes quelques réflexions sur sur le feedback, sur cette nécessité qu'il y a de faire part de ce qu'on voit, de ce qu'on apprécie, de ce qui nous pose problème dans ce que fait notre collaborateur et de le faire de la manière la plus immédiate possible. Michael, on t'entend pas, Ouais. je t'entends pas Merci clairement. Jean-Christophe. Alors, on dit parfois que quand il y a, comment dire, un message enfin, négatif à faire passer, qu'il fallait pointer une erreur, c'est bien de contrebalancer avec du positif. Euh, mais que la manière de le formuler en disant, bon, Alors, écoute, question, de dire oui, bon, enfin, c'est bien, mais tu as quand même commis une erreur, tu as fait le truc qu'il fallait pas, etc. Il fallait voilà, trouver une manière de formuler différemment. c'est un très bon point, Michael. Parce qu'effectivement, le moment où tu dis c'est bien, mais tu viens d'annuler tout le c'est bien. Donc tu as un collaborateur qui d'un coup est passé en mode vigilance parce que donc la recommandation, c'est de remplacer le mais par un et. Et le faire change ta façon de réfléchir à la question, ta façon de formuler la question, et ça change en fait finalement ton attitude.
c'est super bien ce que tu as fait. Et si tu veux l'améliorer, voilà ce que tu pourrais faire. C'est plus efficace. Alors, Frédéric nous parle de la méthode du manager minute de Blanchard et Johnson. Ok. Donc on avait fait venir à Paris les équipes de Nick Pizza qui étaient venus nous expliquer comment ils faisaient du management à l'échelle de, je crois que c'est 3 restaurants qui avaient 400 collaborateurs, donc des gros restaurants. Et ils nous avaient expliqué à quel point c'était important de faire du feedback. Et ce qu'il décrivait, en fait, c'était cette nécessité de rentrer dans une culture de feedback, dans une culture où on allait tout de suite se dire les choses au moment où on les voyait, donc avant que ce n'ait été analysé comme oula, j'ai fait une connerie, il ne faut pas que les autres la voient. Mais plutôt en la regardant dans l'idée de ah ben voilà les choses qu'on va pouvoir améliorer, c'est super, on a trouvé des idées. Est-ce que ça vient indirectement du management minute? C'est tout à fait possible, hein, tous ces trucs-là, ça s'influence beaucoup les uns les autres, mais pas directement de notre côté. Nous, c'est Nix Pizza qui nous a appris ça. Nix Sario.